Et nous allons passer à une nouvelle séquence qui implique de vous présenter les engagements concernant les îles. Et donc là, je vais appeler les spécialistes et les partenaires des îles dans le désordre, mais c'est comme ça. Mathieu Thévenet, directeur de l'initiative pour les petites îles de Méditerranée, Maxime Prodromides, président de Smilo, Philippe Mondelli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert de Monaco, Stéphanie Bouzy-Geshman, directrice générale du Fonds français pour l'environnement mondial, Stéphanie Guémard, qui travaille à l'AFD dans le cadre des partenariats avec les organisations de la société civile. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence dédiée aux engagements concernant les îles, parce que le I de ICO, c'est îles. Et si on a choisi de parler des îles, c'est parce qu'effectivement, à travers la planète, ce sont des territoires d'exception, des territoires très particuliers. Et je vais laisser tout de suite la parole à Maxime Prodromides, qui aura la gentillesse d'éteindre le micro qui est à sa gauche. Voilà. Merci Stéphanie. Voilà. Et je te propose d'ouvrir ton micro pour nous parler des îles, de leur richesse et de leur spécificité, qui sera une introduction à cette section des engagements. Merci à toi. Merci Fabrice. À l'origine de Smilo, il y a des passionnés des îles qui s'étaient déjà, comme Fabrice et Mathieu Thévenet, penchés sur la création de petites îles de la Méditerranée. L'idée de Smilo, c'était de faire une association pour les îles, par les insulaires, mais pas que par les insulaires, parce que les relations îles-continent sont primordiales. Donc, on ne voulait pas non plus être sectaire vis-à-vis des continentaux, moi-même étant insulaire. Et on s'est demandé sur quoi il fallait travailler d'abord, plus exactement quelles seraient les portes d'entrée pour la biodiversité et le développement durable. On en a identifié 5, qui sont évidemment la biodiversité, les paysages, le traitement de l'eau, le traitement des déchets et les nouvelles énergies. Donc ce sont 5 portes d'entrée, il fallait bien commencer quelque part, mais ce sont 5 portes d'entrée comme si on rentrait dans une citadelle par 5 ouvertures et qu'ensuite on essayait d'ouvrir au maximum le champ et on peut toucher les niveaux culturels, les niveaux du tourisme, le niveau de l'agriculture, qui sont en fait compris dans nos 5 portes d'entrée. Et l'autre chose qui est apparue assez rapidement, c'est que face à la richesse, face à la diversité même géographique, puisque Smilo est une association qui s'occupe d'îles dans le monde entier, la diversité géographique des îles, aux conditions aussi différentes en termes de ressources économiques, sur les îles, il allait se poser des questions par rapport au programme que nous avions fixé de ce qu'on appelle gouvernance. Alors quand je dis gouvernance, c'est dans une acception, si vous voulez, très horizontale et non pas verticale. C'est-à-dire que nous essayons sur les îles de favoriser, de même qu'il y a des bonnes pratiques, une bonne gouvernance dans laquelle nous sommes partie prenante avec les autres parties prenantes que nous réunissons. Mais évidemment, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui nous substituons aux autorités constituées. En revanche, on essaye de favoriser le dialogue et, si possible, accélérer, voire précipiter la prise de décision et encore, si possible, trouver des financements pour les actions qui ont été imaginées par les insulaires. Et nous avons comme ça des programmes depuis l'origine avec le Fonds français pour l'environnement mondial qui a vraiment assis et permis la création de Smilo, et maintenant avec l'Agence française de développement, mais on vous en parlera après, tant le FEFEM, Stéphanie Gallard pour l'AFD. J'insiste juste sur le fait que, par exemple, avec l'AFD, c'est un nouveau programme que nous venons de signer il y a 1h30. Il est articulé sur la société civile, c'est-à-dire que nous cherchons, avec l'AFD, à structurer, dynamiser les OSC locales de façon à ce qu'elles prennent en charge elles-mêmes le destin des îles. Et puis, il y a un moment, on sera peut-être amené à se retirer, et finalement, ce moment est souhaitable, tout en gardant des liens d'amitié, parce que les liens d'amitié entre insulaires, je peux vous dire, ils sont très très forts, et nous avons tissé des liens d'amitié entre Gorée et la Méditerranée, les Philippines, le Mozambique, la Guinée-Bissau, et franchement, c'est très réconfortant de voir qu'il y a une sorte de, je le mets entre guillemets, d'international des îles qui s'est dégagé, et aussi avec d'autres réseaux insulaires. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Effectivement, tu reprendras la parole tout à l'heure pour présenter quelques engagements qui sont propres à Smilo. Mais là, je passe tout de suite la parole à Stéphanie Bouzy-Geshman, comme je vous le disais, secrétaire générale du FEFEM, Fonds français pour l'environnement mondial, pour nous présenter un des justement engagements, un des projets qui vient d'être signé
avec Smilo il y a quelques minutes. Je vais dire quelques mots de plus, si tu m'y autorises. D'abord, un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le FEFEM a été créé il y a 25 ans. C'est un fonds public qui finance des projets innovants pour la préservation de l'environnement et pour le développement durable des populations dans les pays en développement. Et on a à cœur de soutenir non seulement l'innovation, mais aussi la promotion des solutions. Et on a à cœur, pour arriver à préserver l'environnement, de miser sur les réseaux d'acteurs. Alors d'abord, bravo pour cet événement, bravo pour ICO Solutions, je ne sais pas, qui montre un partenariat entre le public et le privé. C'est essentiel, et c'est essentiel aussi d'avoir la société civile. Et c'est pour cette raison que, historiquement, comme vient de le rappeler Maxime Prodromides, on a soutenu l'émergence de l'ONG Smilo. On a aussi soutenu l'émergence de l'initiative PIM. Donc ça tient à cœur au FEFEM, encore une fois, de soutenir ces réseaux d'acteurs qui apprennent ensemble, qui partagent leurs expériences, leur savoir-faire, leurs solutions, et qui sont de facto des viviers d'expertise, et aussi fondés en partant de cette base d'expérience qui sont des outils d'influence sur les politiques publiques. Donc c'est vraiment essentiel. Alors comme le titre de cet événement c'est ICO Solutions, effectivement je vais vous parler d'une solution qu'on a à cœur de soutenir, et on vient de signer avec Smilo une nouvelle convention de financement pour lutter contre ce fléau que vous connaissez, les déchets plastiques en mer. Il s'agit d'un projet avec non seulement Smilo, mais aussi la start-up française Earthwake, pour mettre en place dans les îles tunisiennes de Kerkena un système de gestion durable des déchets, un changement des pratiques de pêche et une machine de pyrolyse pour faire du carburant à partir des plastiques issus des nasses usagées. Et ça se justifie parce que justement on est en zone insulaire, et qu'en zone insulaire on ne cherche pas forcément les mêmes solutions que sur le continent. Sur le continent, on peut avoir d'autres solutions de traitement des déchets plastiques. Et je voudrais quand même insister sur le fait que contre les plastiques, l'essentiel c'est de les combattre à la source. Mais au-delà de ça, je voudrais vous parler de quelques petites autres choses. Je vous le disais, on finance l'innovation dans des petits projets pilotes, mais on finance aussi, on ne finance pas l'innovation pour l'innovation, on souhaite capitaliser sur les solutions qu'on teste et diffuser les solutions. Alors on a sorti à l'occasion du congrès mondial de la nature de l'UICN, que Marseille a accueilli admirablement. On a sorti 4 guides, vous en trouverez d'ailleurs des cartes postales à la sortie de cette salle, vous les retournez, vous avez des QR codes, et ce sont des guides sur la restauration des mangroves, sur le rôle des récifs coralliens, sur les contrats de baies ou sur le plancton et la haute mer qui peuvent vous intéresser. Et on a également publié vendredi dernier, c'est mon dernier mot, une capitalisation, donc une synthèse des recommandations sur les aires marines protégées, fondée sur 40 projets, plus de 200 aires marines protégées, notamment, bien sûr, évidemment, des aires marines protégées en Méditerranée. Et vous y retrouverez des solutions que vous connaissez, et peut-être quelques autres que vous connaissez moins. Je crois qu'on va en voir un micro-extrait. Et là aussi, vous trouverez dehors un QR code pour y avoir accès sur notre site internet. Bravo en tout cas pour cet événement. Merci beaucoup Stéphanie. Avant de diffuser cette vidéo, je voulais souligner le fidèle, loyal et ancien partenariat entre le Conservatoire du Littoral et le Fonds français pour l'environnement mondial. J'ai moi-même commencé comme stagiaire au FEFEM il y a quelques longs mois. Voilà. Et pour dire ça, qui se poursuit, puisque demain, nous allons accueillir sur nos sites du Conservatoire du Littoral ailleurs une délégation de partenaires du FEFEM qui viennent voir aussi les fonctionnements de nos territoires en France. Et nous sommes chaque fois ravis de pouvoir accueillir des délégations portées par le FEFEM. Délégations de Béninois, de Costa-Ricains,
j'en oublie, 2 Mexicains. Donc, en effet, on partage les Et solutions. Monténégrins, puisque nous, on remplit aussi votre délégation avec des Monténégrines. Et on partage les solutions françaises avec tous les acteurs de la Méditerranée. C'est un seul écosystème que vous partagez entre le Nord et le Sud. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de lancer la vidéo, s'il vous plaît. Les océans couvrent 70% de la surface du globe. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Climat, réservoirs de biodiversité et de ressources naturelles, ils sont indispensables au maintien de la vie sur Terre. Les protéger face aux menaces auxquelles ils sont de plus en plus exposés est un enjeu planétaire. Pour relever ce défi, les aires marines protégées sont l'outil de référence. Une AMP est un territoire marin et côtier sur lequel s'appliquent des règles d'usage pour conserver les écosystèmes, les biens et services qu'ils fournissent, ainsi que les valeurs culturelles associées. De fait, il s'agit de concilier préservation de l'environnement et développement durable, principe d'action du FEFEM. Pour que l'AMP joue pleinement son rôle, des mesures de gestion adéquates et efficaces doivent être instaurées, fondées sur une bonne connaissance et un suivi régulier du contexte naturel et humain de la zone à protéger. Ces espaces sont aussi des lieux habités ou localement utilisés. Il est donc essentiel d'associer les populations riveraines à travers une gouvernance partagée et une cogestion des AMP. Naturellement, les pêcheurs sont les premiers concernés. Mais une AMP couvre aussi souvent une zone terrestre où se concentrent les habitations. D'autres activités économiques, comme l'écotourisme ou l'agriculture, doivent donc s'inscrire dans une trajectoire plus durable, conciliant enjeux écologiques, socio-économiques et culturels. Face aux changements globaux, la résilience écologique et sociale doit aussi être renforcée, et ce, grâce à des mesures pour la restauration des milieux, à la promotion de solutions fondées sur la nature et à la diversification des initiatives de développement socio-économique. La pérennité des AMP ne sera garantie qu'à condition que soient assurées les ressources humaines en formant et en renforçant les capacités de tous les acteurs, les ressources financières suffisantes et gérées de façon transparente et efficace. Enfin, c'est aussi par la recherche de solutions innovantes et la construction de partenariats fructueux que les AMP pourront pleinement jouer leur rôle dans la conservation et le développement durable. Vous pouvez applaudir. Merci encore. On est ravis de ce partenariat. Nicolas Le Guen devait représenter l'AFD, mais il a dû partir un peu plus tôt que prévu pour prendre son train. Et nous sommes ravis que ce soit Stéphanie Guémard qui prenne sa place pour nous présenter là aussi un nouvel accord qui lie les îles du monde et l'AFD, mais aussi de donner quelques informations sur ce que soutient l'AFD en termes de biodiversité en relation avec la société civile. Oui, alors du coup, comme je ne m'appelle pas Nicolas et que je n'ai pas préparé comme Nicolas, je vais peut-être être un peu plus centré sur le projet. Je vais juste rappeler ce qu'est l'Agence française de développement, donc la Banque publique française qui soutient les pays du Sud dans le développement et leur transition sur plein de secteurs, l'éducation, la santé, enfin bon, tous les secteurs dont les pays ont besoin. On accompagne des États, des collectivités, le secteur privé et aussi la société civile. Alors je voudrais juste donner quelques chiffres parce que je fais partie de cette banque de développement, mais je ne vais pas donner beaucoup de chiffres. Juste deux, donc l'agence est un bailleur qui devient de plus en plus un bailleur planète et s'est fixé des nouveaux objectifs, notamment de doubler sa finance en faveur de la biodiversité, donc des fortes ambitions sur ces enjeux-là, et d'atteindre donc 1 milliard de financement d'ici 2025 qui soit en faveur de la biodiversité. Donc c'est un progrès majeur pour l'agence. Et puis je vais vous donner donc un deuxième chiffre qui est le chiffre de financement parce que donc on accompagne les différents acteurs des territoires et on dispose d'un outil, d'un guichet qui nous permet de financer la société civile, donc les associations françaises actives dans les pays du Sud. Ce dispositif a des moyens de plus en plus en croissance, de plus en plus importants.
L'année dernière, c'était un peu plus de 115 millions d'euros à peu près, et 20% des projets avaient des co-bénéfices sur la biodiversité. Donc on voit que cette part en fait, de financement à la biodiversité au sein de l'agence est en forte croissance. Alors cet outil de financement des sociétés civiles, des associations, il nous permet d'avoir un dialogue avec les associations et on en est très content. Nous permet de financer deux choses, des projets classiques de terrain, donc des actions de terrain, donc montrer ce qui marche, ce que les associations développent, et aussi quelque chose qui est certainement moins facilement financé, et Maxime le disait, c'est la mise en réseau des acteurs, la structuration du monde associatif dans les pays où on intervient. Pour nous, c'est important voilà, de voir émerger des sociétés civiles fortes, avec des compétences dans plein de domaines avérés, d'être voilà, en capacité de faire, et donc de les mettre en réseau pour qu'elles partagent ces expertises et qu'elles montent en compétences, elles se nourrissent les unes des autres. Et donc notre dispositif de financement permet de faire ça. Donc, eh bien, on vient de signer cette convention de financement avec Smilo. Et on est très fiers de ça parce que ce projet-là est très emblématique donc, de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on souhaite appuyer en termes de dynamique dans les territoires. Donc, il y a 3 axes dans ce projet. Alors, peut-être, oui, pour refaire un focus sur ce projet-là, donc on appuie Smilo dans le développement de la gouvernance partagée sur 4 îles. Madagascar, Cap-Vert, Principe, Sao Tomé et Principe, et puis j'oublie la dernière, qui est Gorée au Sénégal. Et donc l'idée, en fait, dans l'accompagnement de ces 4 îles, donc c'est de soutenir des actions de terrain, parce qu'on a besoin d'actions de terrain pour montrer ce qui marche, pour tester des solutions. Et ensuite de partager, de capitaliser sur les expériences et donc d'organiser des réunions, des mises en commun, de développer des outils de partage de tout ce qui sera fait sur ces îles et d'apprendre les unes des autres. Et donc ça, pour nous, c'est très important, voilà, de pouvoir faire cette mise en réseau. On est très admiratif et très content aussi de pouvoir soutenir le modèle de Smilo qui permet en fait une contribution, une participation de la société civile, des populations locales dans la gouvernance de leur île et dans la gestion de leur territoire. Et pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on appuie et qu'on veut continuer à soutenir. Donc on est content d'apporter 300 000 € à Smilo pour ça, et on espère que ça va permettre d'amplifier l'action et de montrer des solutions aux grands enjeux que notre planète connaît aujourd'hui. Il faut maintenant accélérer et on est content de pouvoir accélérer cette dynamique. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Pour rester dans la même dynamique de soutien aux activités et de Smilo, mais surtout des acteurs des îles et des insulaires, je laisse la parole à Philippe Mondielli qui va nous présenter là aussi un engagement de la Fondation pour aller dans cette même direction. Merci Monsieur Bernard. Donc, la Fondation Prince Albert II, en 2 mots, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est une fondation pour l'environnement. Ce qui la distingue des autres, c'est que son président, c'est un chef d'État en exercice et qu'il est très impliqué sur ces questions d'environnement. D'ailleurs, il était parmi nous pendant 2 jours au Congrès. Donc ce soir, je ne vais pas vous parler de tous les projets, évidemment, de la Fondation, puisqu'on a des actions sur la terre entière, mais plus particulièrement de la problématique donc îles. Alors pourquoi les îles, ça nous intéresse beaucoup, hein. Comme vous le savez, c'est un isolement fort, des contraintes d'espace et de gestion de ressources, et bien souvent des variations saisonnières des populations. Donc tout ça nécessite de gérer les flux et de gérer surtout l'eau, l'énergie et les déchets. Alors évidemment, s'il y a une mauvaise gestion, forcément, il y a une pression forte qui va être portée sur les ressources naturelles, et c'est sur cela qui nous intéresse et c'est sur cela que nous travaillons. Donc c'est évidemment, on est là pour ça, pour aussi développer des solutions. Et pour nous, ça nous intéresse particulièrement parce que si on développe des solutions dans les îles, à l'heure où il y a une forte dynamique, où on parle tous de travailler, enfin, d'agir en circuit court, si on a des solutions dans les îles, on peut aussi appliquer sans doute ces solutions à terre pour éviter toutes ces problématiques
de transport, que ce soit pour les différentes ressources. Donc, je ne vais pas vous parler de la gouvernance partagée, hein, mais mes camarades en ont déjà parlé, hein, c'est ce que nous faisons avec SMILO, mais nous, avant d'aborder les projets que nous développons avec SMILO, on a beaucoup de projets sur les îles en Méditerranée, avec notamment les initiatives que la Fondation a développées, The Med Fund, monsieur le trésorier, hein, qui travaille sur certaines îles, et aussi BIMED, Beyond Plastic Med, où nous avons depuis peu un soutien fort de la Fondation MAVA pour développer des projets dans les îles sur la problématique du plastique. On a aussi travaillé, parce qu'il n'y a pas que l'énergie, l'eau et les déchets, aussi la biodiversité. On a travaillé aussi sur la création d'une aire marine protégée à Yaros, qui est un des sites où le phoque moine où il y a la plus grande colonie de phoque moine en Méditerranée. Voilà, sans oublier nos amis de PIM, dans la région d'Alenciennes, où nous travaillons aussi sur 2 îles. Donc, nous avons déjà soutenu SMILO par le passé, hein, sur l'île Levant, sur l'île Lavezzi. Alors nous, c'est la Méditerranée, hein, donc on est complémentaires à ce niveau-là. Sur Tavolara en Italie, sur Kerkina aussi, et sur Zelarine en Croatie. Et là, on a décidé d'aller plus loin, et donc on va signer tout à l'heure notre engagement pour 2022, et pour accompagner, nous aussi, 4 îles, mais en Méditerranée, pour mettre en place une gestion locale des déchets verts à Porquerolles, pour soutenir la préservation de l'agrobiodiversité des paysages de l'île de Sifnos, c'est en Grèce. C'est donc la lutte contre l'érosion et donc les inondations. Contribuer à l'émergence d'une aire marine protégée, des programmes d'éducation pour une gestion intégrée des ressources naturelles terrestres et maritimes sur les îles Pakléni, c'est en Croatie. Et enfin, contribuer à la préservation du lézard des murailles, qui est très cher, afin d'initier une démarche de gestion partagée des ressources à Lipari. Voilà, donc on est heureux de s'engager pour les prochaines années avec SMILO. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, directeur scientifique et passionné de lézards, un herpétologue reconnu à l'échelle de Monaco. Merci à toi pour merci à la Fondation pour le soutien qu'elle apporte à la préservation des îles. Je vais donner maintenant la parole, toujours pour rester sur la thématique insulaire. Vous avez compris qu'on avait été sur une grosse session insulaire. Après, on va s'approcher des côtes et des océans. Mais voilà, cette séquence insulaire. La parole à Mathieu Thévenet, secrétaire exécutif de l'initiative pour les petites îles de Méditerranée, pour nous en dire un peu plus, là aussi, sur les projets sur lesquels travaille PIM aujourd'hui à l'échelle méditerranéenne. Oui, l'initiative PIM, c'est un groupe d'experts en fait qui travaille tout simplement pour essayer de créer des espaces protégés autour des îles, autour de la partie terrestre et de la partie marine de ces espaces-là. Un groupe d'experts qui regroupe principalement des biologistes, de la conservation, mais aussi des gens du monde académique de l'histoire, des spécialistes juridiques. On essaie d'étoffer un petit peu les compétences, toujours avec le même objectif, protéger les îles et les petites îles, les espaces de moins de 1000 hectares. Pour faire cela, il faut se déplacer sur ces espaces-là, il faut les décrire, il faut produire de la donnée scientifique qu'on transforme ensuite en information et que nous, ensuite, on transforme en arguments qu'on livre aux institutions pour les protéger. En faisant ça, en produisant de la donnée scientifique, on se rend compte que celle-ci est parfois manquante, tant mieux, parce que comme ça, on est utile, mais elle est aussi peu partagée, peu mutualisée, peu accessible au grand public, peu accessible aux personnes en fait, qui ont les capacités de faire changer les choses. Ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Ensuite, les îles, on a remarqué qu'elles étaient en marge des politiques environnementales, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une stratégie sur la biodiversité à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, on oublie parfois ces espaces-là. Même à l'échelle d'un site, un petit plan de gestion, on parfois oublie des îlots qui ont un intérêt pourtant biologique évident, enfin évident pour nous. Les territoires insulaires ont des enjeux spécifiques parce que la faune et la flore qu'on trouve sur ces îlots-là est spécifique. Les espèces qu'on trouve sur les îles, parfois, sont différentes du continent. Donc, elles augmentent mécaniquement le patrimoine historique et biologique qui nous appartient à tous, nous, les habitants de cette planète. Donc, elle a des besoins spécifiques et donc besoin d'actions qui leur sont aussi spécifiques.
On remarque bien sûr en Méditerranée qu'il y a une grosse différence entre le nord et le sud, de moyens, parfois de compétences. Nous, notre rôle, ça a été de lisser ces différences. Il y a des projets qui travaillent sur des oiseaux marins à Marseille qui ont coûté parfois presque 1 million d'euros pour 300 couples de puffins. En Méditerranée, il y a une île qui s'appelle Zembra en Tunisie, où il y a 140 000 couples et qui avait 0 € et 0 dinar pour travailler dessus. Ce déséquilibre, on essaye au sein des PIM de lisser, de le réduire. Enfin, on fait le constat, comme toutes les personnes qui étaient présentes à l'UICN cette semaine, comme tous les environnementalistes qui sont présents dans cette salle, qu'il y a une nécessité d'agir vite, en construisant, sans faire de blabla, sans perdre de temps. Ça fait 15 ans qu'on travaille en île, donc, sur les îles en Méditerranée, donc on commence à savoir un petit peu les personnes qui sont efficaces, celles qui ont envie d'avancer véritablement. Donc on a commencé à identifier de potentiels partenaires. Next, please. Next, on va faire un next. Et on a décidé de monter des groupes, tout ça pour être plus efficace, parce que les insulaires sont toujours un petit peu isolés. Et parmi ces groupes qu'on voulait monter, c'est des observatoires méditerranéens, des observatoires scientifiques qu'on souhaitait présents au nord et au sud de la Méditerranée, au Maroc par exemple, et en Espagne. Tout ça pour mutualiser cette donnée dont je vous parlais juste avant, qui était parfois inexistante, parfois existante, mais peu partagée. Un deuxième engagement qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la création d'un groupe spécifique sur les îles, le Mediterranean Island Collective, qui regroupe les acteurs bien connus que vous voyez sur les logos qui sont présentés sur cette diapositive. Ce sont, selon nous, les personnes qui sont capables de faire une différence, enfin les personnes c'est souvent une question de personnes effectivement, mais les organisations qui sont capables de faire une différence et de produire donc une stratégie de protection des îles que nous allons suivre post-2022. Je dis post-2022 parce que cette stratégie est financée directement par la MAVA qui s'arrête, comme vous le savez, en 2022. Et enfin, le dernier engagement que je souhaitais vous présenter, c'est la création d'un consortium méditerranéen pour la biodiversité, un consortium pour lequel PIM apporte une contribution, notre expertise, nos connaissances sur la gestion et sur la protection des espaces insulaires, mais on vient apporter notre expertise aux côtés d'autres experts, des zones humides, des forêts méditerranéennes, du littoral et des aires marines protégées. Tout ça pour porter haut la voix des Méditerranéens et pour protéger cet espace, pour pouvoir produire des projets qui sont complexes, multibiomes, plus pertinents, pour pouvoir dénoncer aussi les situations qui nous paraissent de dégradation d'espaces donnés en Méditerranée. Parfois, nous, on est dans la construction, on n'est pas dans la dénonciation. Donc on a besoin d'un organe comme ça, consortium, qui regroupe plusieurs acteurs pour pouvoir pointer du doigt ce qui ne va pas. Voilà, le consortium s'est réuni ce matin. On est en train de réfléchir auprès d'acteurs, de partenaires financiers qui sont présents dans cette salle sur comment le financer. On avance petit à petit dans cette direction. Et vous entendrez parler de ce consortium dans les mois et dans les années qui viennent. Merci. Une Méditerranée qui se regroupe, qui agit collectivement et de plus en plus entre des acteurs de différentes origines. Et c'est effectivement sans doute une des voies, et notamment une des voies face à la disparition d'un financeur majeur aujourd'hui dans la Méditerranée qui s'appelle MAVA, et qui apporte entre 10 et 15 millions d'euros par an en Méditerranée, qui va s'arrêter en 2022. Donc il va falloir trouver des solutions. Et effectivement, ce consortium, c'est effectivement une des solutions pour essayer d'agir de manière plus cohérente et en évitant des surcoûts de coûts. Je repasse la parole rapidement, puisque le temps passe, à Maxime, qui va nous présenter différents enjeux auxquels Smilo s'est attaqué, et du coup les engagements qui sont en relation avec ces différents enjeux. Et le premier, c'est ce qui concerne, à l'échelle internationale, les problématiques des réseaux insulaires. Oui, merci Fabrice. À force de travailler sur la question des îles, on croise d'autres réseaux. Parfois on se fait un coucou par la fenêtre, puis on s'aperçoit que, non pas qu'on se marche sur les pieds, mais parfois il y a des congruences entre l'action des différents réseaux. Donc est venu à Smilo, l'ensemble de l'équipe Smilo,
Et Fabrice Bernard, Domitille Louédé qui est ici, Marc Laferretti et Sylvain Petit. Je dis ça parce que moi, j'y suis presque pour rien. L'idée de rassembler l'information sur l'ensemble de ces réseaux dans le monde. Alors, ça a pris un peu plus d'un an. Il y a 2 plateformes qui ont été organisées en décembre, avec un premier train de résultats sur les réseaux. On a trouvé à peu près 98 actifs. Je dis 98 actifs parce qu'il y en a beaucoup plus, mais il y en a certains que j'appelle les réseaux cocktails. Ils se réunissent une fois par an. Ils font une petite conférence et voilà, au revoir. Donc les réseaux actifs, on a trouvé 98. On les a fait intervenir et ce matin online pour présenter à la fois ce qu'ils font et leur perception des actions souhaitables avec d'autres réseaux, parce que l'idée c'était bien ça. C'était de faire collaborer les réseaux entre eux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de redondance. Et on espère encore améliorer la connaissance à la fois de chaque réseau, son action, qui fait quoi et où, et en même temps accélérer les collaborations entre elles. Il y a une chose qui est apparue dans cette sorte de collection de data, cette façon de collecter les datas sur les réseaux, c'est que on s'est demandé comment les réseaux sont-ils financés. Et statistiquement, on a trouvé qu'il y a à peu près entre 70 et 80% de fonds publics qui sont drainés par ces réseaux vers les îles, et le reste étant du ressort du privé. Alors, ça fait beaucoup de fonds publics. Ceci dit, personnellement, moi, je partage l'idée que l'initiative de la protection de la biodiversité, du développement durable et le soutien aux EEC doit passer d'abord par l'autorité de la puissance publique. Pour autant, je soutiens aussi fermement que le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises locales, doivent participer à l'effort et doivent y être associés. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là l'anti-modèle du mécène qui voudrait distribuer beaucoup d'argent sur les îles et faire un petit peu de greenwashing comme ça. C'est l'inverse, c'est plutôt des petites entreprises, c'est des acteurs locaux, ou c'est des petites entreprises transnationales. Je voudrais en citer 3 avec lesquelles Smilo a contracté. Donc il y a Dune, qui est une association qui s'occupe de plongée, mais de plongée durable, et qui peut participer aussi à des missions scientifiques ou à des missions de sciences participatives. Ensuite, Provence Café Service, qui est implanté dans cette région, mais qui évidemment est un producteur bio avec lequel on va travailler à la fois sur la production et la diffusion de café. Et enfin, Gobi, qui fabrique des gourdes. Et Gobi est un bon exemple de ce qu'a signalé Fabrice, je crois, avant. Le 1% pour la planète, qui souhaite décliner en 1% pour la Méditerranée, et ce 1% pour la planète, donc je rappelle, c'est vous pouvez consacrer, vous, entreprise, 1% de votre chiffre d'affaires à une action pour la planète et décider d'orienter ce financement vers telle association ou telle association. Voilà, je dis ça parce que ça me semble important quand on dit le privé. On est souvent, j'étais avant-hier dans une autre table ronde où je trouve qu'il y a des confusions entre, quand on parle de privé, on imagine que c'est des grosses entreprises. Le privé, c'est nous. C'est tout à chacun, c'est la société civile. Et ça, par exemple, Gobi, Provence Café Service ou Dune, c'est vraiment la société civile qui participe en tant qu'entreprise privée à l'effort que nous pouvons déployer sur les îles. Voilà, je voulais parler aussi à titre d'exemple de l'île de Madagascar. Alors évidemment, Madagascar, c'est plus grand que la France, ça ne rentre pas dans Smilo, puisque la taille maximum, c'est 150 km². En revanche, il y a des îles qui sont des îles de l'île de Madagascar, des petites îles. On a commencé avec les îles de la mer d'Émeraude, et on poursuit avec Nosy-Hara. Les îles de la mer d'Émeraude se situent plutôt au nord-est, et les Nosy-Hara plutôt au nord-ouest. Et elles pourraient être rejointes par 2 autres îles, aussi à l'est, et encore une autre à l'ouest. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dessiner une stratégie vis-à-vis de la biodiversité et des aires marines protégées avec cette couronne d'îles entourant la grande île qui forment des avant-postes de la biodiversité, des îles pilotes en matière de biodiversité. Et notamment sur Nosy-Hara, donc je remercie l'agence de l'eau avec qui on pilote le projet et l'AFD. Donc voilà, cette agence de l'eau AFD, c'est un bon mariage pour ces îles. La question de l'eau sur, par exemple, Nosy-Hara est en prééminente parce qu'on ne sait pas quelle est la ressource en eau. Ils voudraient développer un peu le tourisme durable, mais ils ne savent pas si la ressource en eau le permettra. Donc on peut essayer comme ça, avec eux, de déterminer s'il y a une possibilité de tourisme très durable, j'insiste, en fonction de la ressource en eau. Et on peut être aidé aussi dans cette entreprise par des associations sœurs de Smilo, comme l'IFREMIS, dont le président Roger Estève est ici,
qui est une association qui se consacre à la spéléologie, mais j'allais dire la spéléologie tous azimuts, qui fait aussi bien de la science que de la science participative, qui amène à la découverte, qui peut organiser justement ce tourisme durable. Et c'est grâce à la spéléologie qu'on peut aussi avoir sur nos IRA l'intuition puis la certitude qu'il y a de l'eau ou qu'il n'y a pas de l'eau. Voilà, c'est juste pour donner une idée dans les engagements de la façon dont les choses sont liées quand on travaille sur des petites îles et comment les petites îles se lient aux grandes îles ou au continent. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Comme vous avez pu le noter, nous avons démarré avec 20 minutes de retard et que là, on rattrape tout doucement le retard. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on saute cette session de questions pour gagner plus de temps tout à l'heure au cocktail pour que vous puissiez poser directement les questions aux gens et en bilatéral, parce que c'est aussi très très bien de parler aux gens directement en face à face. Désormais, on peut le faire, on peut se rencontrer sans avoir d'écran. Donc merci, je saute cette phase de questions et je remercie les speakers qui étaient là et je vous propose effectivement de retourner dans la salle.